Bonjour tout le monde. Alors, ceci est la sixième séance de notre événement sur les données. Alors, je vous montre notre page web, la formation mégadonnées et techniques avancées démystifiées. Donc, c'est notre sixième séance. On a fait un beau parcours. Et là, nous avons deux séances qui se suivent avec Bruno Agar, professeur Bruno Agar, qui travaille à Polytechnique Montréal et qui est directeur du laboratoire d'intelligence artificielle à Poly. Bruno va tout te présenter peut-être une minute. Tu vas te dire un peu qu'est-ce qu'il fait à Poly? Mais voilà, c'est comme a dit David, je suis Bruno Agar, je suis prof au département de mathématiques et génie industriel et je suis spécialisé dans la valorisation de données. Et donc, avec Bruno, on commence ce parcours de deux ateliers dans lesquels on essaie de donner un peu une mini-initiation à l'analyse des données textuelles et à l'utilisation des méthodes d'analyse des données qui viennent du paradigme de l'apprentissage automatique. Aujourd'hui, c'est une première partie. On va surtout faire du pré-traitement des données textuelles et on va faire un petit exercice sur l'analyse des sentiments. Et le prochain atelier, le 10 novembre, on va essentiellement utiliser les mêmes données qu'on va traiter aujourd'hui, qu'on va pré-traiter aujourd'hui, et on va construire des modèles d'apprentissage supervisés et non supervisés. Et pourquoi nous avons choisi des données textuelles? Parce on essaie, comme dire, de donner une perspective à l'analyse des données typiques des sciences humaines et sociales. Et alors, souvent, arrive dans ces disciplines-là que les données analysées sont des données textuelles. Et donc, pour certaines raisons, on essayait de... Bon, aujourd'hui, on vous montre un peu comment faire ce type d'analyse à partir des textes, essentiellement. Est-ce que, Bruno, tu voulais ajouter quelque chose en introduction? Correct. Ça va. OK. Donc, je vous dis rapidement comment aujourd'hui on va procéder. Et d'abord, je vais vous dire comment faire. Je vous ai déjà envoyé par courriel à tout le monde un tutoriel pour vous connecter à Colab. On va le faire ensemble, à nouveau. Donc, on va se connecter à Colab. Et ensuite, je vais prendre 3 minutes pour passer à travers la section 0. Ensuite, professeur Bruno Agar va prendre les relais et passera à travers la section 1.1. Et puis, je reprendrai la section 1.2. Et ça va durer 50 minutes. Et ensuite, on va présenter l'exercice. Vous avez 10 minutes de travail individuel et 20 minutes de travail, 20 ou 30 minutes de travail en équipe et sur la partie 2.2. On va finir l'atelier 10 minutes, tout le monde ensemble, dans une session pleinaire. Donc, essentiellement, l'atelier, la journée, l'heure et demie qui suit est divisée dans la section 0, section 1.1, section 1.2 et l'exercice. L'exercice, on va faire une partie de travail individuel et une partie de travail en équipe. Donc, comment vous faites pour rentrer dans les fichiers qui fait objet de cet atelier? Donc, vous rentrez dans Colab, donc cet site web, colab.research.google.com. Donc, si vous avez reçu mon courriel, vous allez avoir les tutoriels. Je pense aussi que quelqu'un de mes collègues a mis les tutoriels sur les drives, sur les clouds. Donc, vous pouvez les télécharger. Les liens sont dans la chat du meeting Zoom. Et alors, vous cliquez sur GitHub.
vous écrivez 4.0 trait d'union, share innovation. Share, faites attention, ça, c'est H-A-I-R, innovation. Trait d'union, O-L-I-N-T-L. Quand vous avez écrit cette string de caractères, vous cliquez sur la petite loupe. Et là, vous cliquez sur la version française du script ou anglaise, tout dépendant quelle est votre langue de préférence. Alors, je vais cliquer sur la version française pour moi. Je vais enlever l'italien, qui est peut-être c'est mieux pour tout le monde. Et voilà. Donc, j'aimerais juste voir les gens qui sont en salle, si vous pouvez faire signe à mon collègue Bruno, si vous êtes connecté, et les gens qui sont sur Zoom, si vous pouvez lever un pouce ou si vous avez un problème de lever la main, on va vous aider. Je vois quelques pouces, en fait un. Les autres, je considère que c'est correct. Donc, si vous avez un problème, levez la main. Bon, ça devrait aller. OK. Et alors, on commence alors l'atelier. Et alors, aujourd'hui, on travaille sur une plateforme qui s'appelle Colab. C'est un service de cloud computing de Google. Et on importe un fichier notebook de Jupyter dans lequel on peut programmer en Python, un langage de programmation que vous connaissez certainement. Et comment est composé le fichier? Il y a des parties de texte de langage naturel, et ensuite il y a des blocs de code. Chaque bloc de code, il y a un petit bouton Play, Start, avec lequel on peut exécuter les lignes de code. Donc, on peut envoyer ces lignes de code-là à l'interpréteur Python. Alors, dans notre cas, je vous demande de cliquer sur les premiers blocs de code, de cliquer aussi sur Run Anyway, et donc on débute comme ça la session. Cette première partie, ça nous sert juste pour configurer, pour préparer l'environnement de travail. Alors, il faut d'abord que votre browser communique avec le serveur de Google, qu'une machine virtuelle s'ouvre pour vous. Et donc là, la session est préparée, est prête. On importe et on télécharge des modules qui sont nécessaires pour travailler. Et là, je prends ces 2-3 minutes, ensuite je passe la parole à mon collègue Bruno. Et pour ceux qui ont jamais... En fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a jamais écrit une ligne de code en Python? En levant la main dans le Zoom, j'en vois une personne. Cool, merci. Est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre? Je pense qu'il y a en salle... ouais, il y en a quelqu'un, il y en a. Ah, bon, parfait. Ben, en fait, l'atelier est pensé pour vous, donc vous inquiétez pas. J'espère de pouvoir vous rassurer. Il y en a au moins la moitié de la salle, je vois, qui n'a jamais programmé en Python. Bon, je ne peux pas vous garantir qu'aujourd'hui vous sortez connaissant Python, hein, mais le but de toute la formation et le but d'aujourd'hui, c'est de minimalement vous dire, n'ayez pas peur d'apprendre. Ce n'est pas impossible, il faut pas un bac en informatique pour apprendre. Bien sûr, les gens qui ont un bac en informatique vont être plus avantageux, mais c'est faisable. Donc, vous travaillez en sciences humaines et sociales, vous devez avoir des connaissances en programmation, c'est possible. Aujourd'hui, on essaie, moi et Bruno, de vous montrer que ce n'est pas sorcière. Okay? Alors, les bases de Python aujourd'hui, en fait, pour que vous puissiez réaliser l'atelier d'aujourd'hui, bon, il y en a plusieurs, mais moi, je me suis tenu au strict nécessaire, c'est-à-dire 2 concepts. La variable et la fonction.
La variable est essentiellement un objet qui contient de l'information. Par exemple, dans ce cas-là, j'écris variable avec caractère égal et j'assigne à ce contenant-là, c'est un contenant, ça contient quelque chose. Je lui assigne cette string de caractères, cette contenu-là. Donc, si vous cliquez play, vous venez de créer avec moi cet objet-là qui contient cette string de caractères. Si vous utilisez la fonction print, et qu'est-ce que vous voulez imprimer? Vous voulez imprimer les contenus de ces contenants, vous cliquez, essentiellement, Python vous retourne les contenus de ces contenants-là. Donc ça, c'est une variable, c'est-à-dire un contenant qui contient quelque chose. Elle peut contenir beaucoup d'informations, beaucoup de données, dans des formats très variés. Ça, c'est une string de caractères. Il peut aussi contenir des nombres, comme dans ce cas-là. Il peut contenir des listes de nombres ou des listes de strings de caractères, comme dans ce cas-là. Variable avec liste de nombres contient une liste avec 5 nombres. Il peut aussi contenir des données tabulaires, c'est-à-dire un tableau Excel. Comme dans ce cas-là, avec une fonction un peu plus complexe, j'ai généré un tableau qui est contenu dans cette variable-là. Donc, dans cette variable-là, nous avons la ligne 1 avec la colonne 1, 2, 3, puis la ligne 2 avec la colonne 4, 5 et 6. Donc, ça, c'est la variable, un contenant qui contient des données. La fonction. Qu'est-ce que c'est la fonction? La fonction, c'est une string de caractères, non, dans le sens il faut écrire, non, il faut écrire une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères contient des processus qui Python compute, élabore. Donc, c'est une fonction. Et la fonction a besoin d'arguments. Il peut en avoir un, il peut avoir plusieurs arguments. Donc, imaginez de vouloir utiliser la fonction de la somme. Vous voulez additionner quoi? Vous voulez, par exemple, additionner la variable dans laquelle nous avons mis une liste de chiffres. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait créé une liste avec plusieurs nombres. OK, là, je vais faire la somme de ces nombres-là. Alors, j'écris la fonction somme avec une parenthèse, toujours une parenthèse de cette ronde, puis je mets à l'intérieur les arguments. Dans ce cas-là, l'argument, c'est juste 1. C'est la variable avec la liste des nombres. Et donc, j'exécute la somme qui me donne 35. Les fonctions peuvent être plusieurs, peuvent être, il y en a plusieurs, puis peuvent être complexes avec plusieurs arguments. Comme dans ce cas-là, je génère un tableau. Cette fonction-là a l'argument data, l'argument colonne, l'argument index. C'est-à-dire que je suis en train de générer un tableau qui s'appelle DataFrame dans le langage de cette librairie, qui a ces données-là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les colonnes doivent s'appeler de cette manière, col 1, col 2, col 3, et les lignes doivent s'appeler de cette manière, row 1, row 2. Donc, c'est essentiellement les bases. Donc, comprendre une fonction a besoin d'arguments, les nommer éventuellement les arguments égaux. Donc, quel est le contenu de cet argument-là? C'est celui-là. Quel est le contenu de cet argument-là? C'est cette liste de strings, etc. Donc, une fonction a besoin d'arguments. Une variable contient des données et la syntaxe est la suivante. Vous donnez le nom de la variable que vous voulez, égale les contenus de la variable.
Bon, je suis prêt pour passer les mots à Bruno. Je vois par contre une main levée de Mayra Jura. Je vais juste m'assurer que ce ne soit pas pour une question. Non, désolé, c'était avant. C'est ça, c'était avant quand on demandait. Donc, parfait. Et donc, je passe la parole à Bruno. Merci. Je vais faire le partage d'écran de mon côté. Correct? Oui. Donc, ça va être un peu facile de voir quand est-ce que lequel de nous a le contrôle, parce qu'il y en a un qui va être en fond blanc et l'autre qui va être en fond noir. Donc, ça permettra de ne pas se tromper. Alors, on va reprendre, on va continuer à partir de ce qu'avait expliqué David tout à l'heure. Et puis, on va commencer à regarder maintenant un petit peu comment préparer des données textuelles. Alors, les données textuelles, c'est un format un petit peu particulier pour lequel on va devoir faire un certain nombre de pré-traitements pour être capable de pouvoir les analyser par la suite. Notamment, le texte est beaucoup plus déstructuré et on va devoir utiliser des outils pour changer la forme du texte pour être capable de l'analyser, de le mettre dans des structures particulières. Alors, si vous faites attention, là où on est rendu dans le code maintenant, on commence la partie 1 à cette étape-là. Dans certaines étapes, ici, il va juste suffire de cliquer ici pour voir le détail des éléments qui se passent dedans. Alors, dans l'exemple qu'on va voir ici, on va partir d'une phrase sur laquelle on va faire tourner différents petits codes pour extraire de l'information. Les algorithmes pour analyser le texte, il y a beaucoup plus de librairies en anglais que dans les autres langues. C'est aussi une langue plus facile à analyser que l'allemand, par exemple. On prend tous les mots et on en fait un seul mot. Donc, pour l'exemple ici, on va se baser sur l'anglais. Il y a aussi des bibliothèques pour les autres langues et chacune va avoir des spécificités particulières à traiter. On vous donnera les bibliothèques pour le français plus tard. Alors ici, par exemple, on va analyser une phrase toute simple. At 8 o'clock on Thursday morning, the great Arthur didn't feel very good. Alors pour l'instant, cette chose-là, on va juste mettre ce texte-là dans une variable. Du coup, c'est la chose qu'on va faire de la première étape. Oups, si j'arrive à cliquer au bon endroit. Donc, comme nous expliquait tout à l'heure David, pardon, mais pour l'instant, on affecte juste cette variable, cette phrase, mais lui, c'est pas encore que c'est une phrase, c'est une chaîne de caractères dans une variable qu'on va appeler sentence. Maintenant que c'est une variable, on va pouvoir commencer à travailler dessus. Alors, le truc, pour l'instant, c'est une chaîne de caractères. Le truc, par défaut, qu'on est capable de faire, c'est regarder le nombre de caractères qu'il y a dans la chaîne de caractères. Bon, ben là, il y a 70 caractères. C'est très facile à faire, mais ce n'est pas très utile en analyse, c'est un peu limité. Et pour les chaînes de caractères, ben là, on va commencer à charger des bibliothèques pour extraire le sens de ces choses-là. Alors, avec les chiffres ont déjà un peu plus de sens, on peut les ajouter, on peut faire tout plein de choses. Dans les chaînes de caractères, ajouter 2 phrases, à part les mettre l'une derrière l'autre, ça ne veut pas dire plus que ça. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va prendre la phrase qu'on a là, puis on va essayer de la structurer pour sortir les connaissances qui sont dedans. La première chose qu'on va faire dans une phrase habituellement, c'est de découper la phrase selon les éléments qui sont dedans. Alors, les unités linguistiques élémentaires, en gros, on va retirer tous les espaces et prendre les éléments qui sont entre les espaces, mais on va aussi retirer la ponctuation, même s'il n'y a pas d'espace avant-après. Alors, pour faire cela, eh bien, il existe dans la bibliothèque NLTK de Python quelque chose qui est fait exprès. Du coup, là, je vais appeler la fonction qui est rangée dans NLTK, la fonction wordTokenize, que je vais appliquer à sentence. Donc, en fait,
Ça, comme par rapport à ce que vous expliquiez David tout à l'heure, c'est j'applique la fonction Word Tokenize de NLTK à la variable sentence. Et puis, je mets ces choses-là dans la variable Word. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre l'ensemble des mots et de la ponctuation de la phrase pour en faire une liste de variables. Donc, comme tout à l'heure, on avait fait pour ici la liste de variables qui étaient des nombres, 5, 6, 7, 8, 9. Ben, cette fois-ci, on a une liste de variables qui vont être des mots, qui sont les mots de la phrase. Donc, il a séparé les mots. Ça va jusque-là? Donc, ma chaîne de caractères est devenue un ensemble de mots. Ce qu'on peut faire à cette étape-là, c'est chacun des mots de la phrase, essayer de sortir quel est son rôle dans la phrase. Est-ce qu'il y a des noms, est-ce qu'il y a des verbes, est-ce qu'il y a des adjectifs? Et pareil, dans la bibliothèque NLTK de Python, il y a quelque chose qui s'appelle PostTag qui va permettre de classifier les mots. Alors là, je vais prendre les mots précédents, la liste de mots que j'avais tout à l'heure, que je vais rentrer en paramètre dans PostTag. Il y a différentes manières de taguer les mots, et notamment, ces manières de taguer les mots vont aussi dépendre des langues. Donc en français, il faudrait utiliser ici une autre bibliothèque pour faire la même chose. Il faudrait changer les paramètres qui sont derrière. Ce que Python fait, mais il est capable, avec la bibliothèque qu'on a là, de trouver les adjectifs, de trouver les adverbes, les auxiliaires, les verbes, les noms, les chiffres. Il est capable de faire toute la classification qu'on a ici. Alors, on a appliqué la fonction à la liste de mots tout à l'heure, et puis il nous dit que at et qui était classifié ADP, 8 a été classifié non, o'clock a été classifié non, etc. D'accord? Alors, ça, en pratique, c'est fait par un classificateur, un apprentissage qui a été déjà fait sur des ensembles de mots qu'on va appliquer ici. Donc maintenant, pour l'ensemble des mots, je connais leur rôle dans la phrase. Ma chaîne de caractères est devenue une liste de mots avec une variable supplémentaire pour dire de quel type ils sont. Si je voulais analyser cette phrase, je sais que c'est des noms, des verbes, des sujets, tout plein de choses là-dedans. Ce qui va pouvoir être intéressant peut-être maintenant, pour simplifier mon corpus, ça peut être de supprimer la ponctuation. La ponctuation ne va pas être pertinente pour mon texte. Alors, là, ça va dépendre encore ce qu'on cherche à étudier. Il y a par exemple des personnes qui vont travailler sur le style de rédaction, enfin la stylométrie. Eux, la ponctuation fait un sens. J'ai besoin de savoir où sont les points d'exclamation. Est-ce qu'il y en a 3 d'affilée? Est-ce que les phrases finissent par 3 petits points pour laisser suggérer quelque chose? Dans ce cas-là, pour les gens qui font ce genre d'analyse-là, on ne va pas appliquer cette méthode-là. Pour la suite de notre travail, nous, on va l'appliquer. Alors, il y a différentes manières à chaque fois dans Python pour faire les mêmes travaux. Par exemple, ici, on vous a donné 2 exemples pour enlever la ponctuation. Dans le premier exemple, on enlève tous les mots s'ils ne sont pas composés de lettres et de chiffres. Et puis, voici les mots qui restent. Il reste 12 mots, et puis on a enlevé la ponctuation. Dans le deuxième cas, même chose, mais on va utiliser ce qu'on a fait précédemment pour dire ça, c'est de la ponctuation. Donc, la ponctuation dans le texte, la virgule, est identifiée par ce champ de caractères-là pour dire attention, ce caractère-là est une ponctuation. Ici, on a retiré la ponctuation avec cette partie-là. Alors, notamment, si on fait attention dans les 2 chaînes de caractères, dans les 2 manières de filtrer, les mots o'clock et nt, qui contiennent pas seulement des choses alphanumériques, mais un apostrophe, disparaissent dans le premier filtre, mais sont maintenus dans le deuxième filtre.
Alors pourquoi on vous montre cette chose-là? C'est parce que des fois, bah, dans la langue qu'on va pouvoir utiliser, bah, peut-être qu'on n'aura pas de bibliothèque pour classifier ces choses-là. Donc il va falloir développer nous-mêmes nos petits codes pour dire, bah, tiens, par exemple ici, si c'est pas alphanumérique, je retire l'information. Dans le deuxième cas, bah, j'ai du texte qui a été enrichi par le le tag de la deuxième partie pour dire, bah, c'est un adjectif, c'est un nom, c'est un pronom. J'utilise l'information pour filtrer. Alors, pour la suite, ben là, on a 2 versions, pour, garder les textes. On pourrait garder les textes filtrés avec la première méthode ou le texte filtré avec la deuxième méthode. Pour l'exemple ici, j'ai gardé les textes filtrés par la deuxième méthode. Autre chose qu'on peut avoir aussi dans les textes, c'est que dépendamment de la position du mot dans la phrase, bah, si c'est en début de phrase ou en milieu de phrase, je vais avoir une majuscule ou pas. Donc, bah, là, il y a une ligne de code toute simple pour vous montrer comment faire pour retirer les majuscules. Donc, monsieur quelque chose en début de phrase où je suis allé voir le monsieur qui se promenait, eh beh, pour Python, ça va être 2 chaînes de caractères différents parce qu'il y en a qui est une majuscule, l'autre qui en a pas. Alors là, on passe tout en minuscule. C'est des choses auxquelles il faut faire attention parce que, par exemple, avec la manière dont on a fait le passage en minuscule ici, toutes les lettres passent en minuscule. Sauf que USA, UNESCO, docteur ou des noms propres perdent leur majuscule et perdent leur sens. Alors là, on a fait une chose toute simple. Ce qu'on pourrait faire, c'est combiner les 2 méthodes qu'on a fait tout à l'heure. Uniquement pour les choses qui ne sont pas des noms propres, je fais le passage en majuscule. Comme avec le tag précédent, j'identifiais les noms propres, les verbes, toutes ces choses-là. Bah, je peux dire, bah, si tu n'es pas dans la catégorie non propre, je fais le changement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, enfin, il existe aussi, notamment pour l'anglais, des bibliothèques de sigles comme USA, UNESCO ou NU, avec les mots qu'il faut garder en majuscule. Donc, si tu n'es pas un nom propre et que tu n'es pas dans cette liste de sigles à garder, docteur, professeur, madame, monsieur, écrit en abrégé, on peut garder les majuscules aussi, qui peut changer le sens de la phrase. Donc, on enlève les espaces, on enlève la ponctuation, on met les mots en minuscules assez facilement. Par contre, ben, vous voyez, là, on se retrouve encore avec une douzaine de mots à analyser pour une phrase tout simple. Alors, si on veut analyser des livres, des articles, des choses plus complexes, on se retrouve avec des vecteurs très, très, très longs. Ce qu'on va faire dans certaines langues, notamment dans l'anglais, mais c'est encore plus efficace en français, on va retirer les mots vides de sens. Alors, en français, il y en a plein, des mots vides de sens, notamment je, tu, il. Les Espagnols, ils n'utilisent même pas ça, et ils les enlèvent. C'est avec la fin du verbe, on va savoir de quoi c'est fait. C'est tellement inutile qu'il y a dans des langues où on ne les met pas. Bon, ben, dans certaines langues, il y a des mots vides de sens. Il y en a aussi en anglais. Et ben, on appelle ça les stop words. Et pour chaque langue, enfin, encore une fois, pas pour toutes les langues, mais on peut aller récupérer le dictionnaire de mots qui n'ont pas de sens pour la langue qui nous intéresse. Alors, dans cette bibliothèque-là de NLTK, on récupère les stop words et puis après, on peut dire, ben moi, je veux utiliser ceux de la langue anglaise. On peut utiliser ceux de la langue espagnole, ceux de la langue française, ceux de ce qu'on veut. Donc là, ben, on va afficher ici, ben, pas tous, mais une partie des mots vides enfin, qui ne contiennent pas trop de sens dans la langue anglaise. Donc, s'ils ne contiennent pas trop de sens, ce qu'on va faire, dans la liste des mots qu'on avait précédemment, si ce mot n'est pas dans cette liste, je le garde. S'il est dans cette liste, je l'enlève. Donc, les mots vides de sens, je les retire, ils ne me servent à rien. Alors, tout à l'heure, j'avais une liste avec 14 mots. Je fais des filtres. Et maintenant, il me reste 9 mots qui ont du sens dans la phrase. D'accord? Alors, encore une fois, ça, c'est à faire avec parcimonie en fonction du contexte d'étude qu'on veut faire.
si on étudie des textes de poésie, des textes de chansons, les mots vides de sens apportent à la musique de la phrase, apportent dans le style du quelque chose, il faut les garder. Là, on n'est pas dans ce contexte-là, donc on retire ces mots-là. Est-ce que c'est correct? Ça va à la bonne vitesse? Oui? Oui. J'avais une petite question. Quand en anglais, on a des. La question que je pose, en anglais, souvent, il y a euh, des prépositions qui sont ajoutées au verbe et qui changent le sens du verbe. Alors, comment on traite ça? Est-ce que ça pourrait passer comme des mots vides? Par exemple, hop. Euh, par Une défaut. question idiote, là, mais. Non, mais c'est important. Par défaut, dans la manière dont on a fait là, on les enlève. Donc, on perd ses sens multiples sur les mots. On peut le faire en traitant non pas les mots par un, mais par paquet de deux. On va voir un petit peu plus loin, on va prendre les bigrammes, du coup les mots composés de deux mots. I go up, I go down, ça fait une grosse différence. Là, pour l'instant, on l'a fait en considérant les mots un par un, et on peut aussi considérer les bigrammes comme ça. Et cette fois-ci, go up et go down vont rester parce que, en fait, tout est dans le petit mot qui, normalement, aurait été retiré. Et on va le faire un petit peu plus tard quand on va traiter les trucs. Là, on a simplifié, mais oui. Alors, une autre étape qui se fait, là c'est pareil, c'est encore appliqué à l'anglais, pour augmenter la fréquence des mots et en réduisant le nombre d'occurrences de mots, parce que là, tout à l'heure, on avait un vecteur avec, pour représenter la phrase, 14 mots. On a enlevé la ponctuation, on est descendu à plus petit, puis là, maintenant, on est rendu à 9 mots. Mais peut-être, je peux encore avoir à cette étape-là un texte qui dit le chat, les chats, les chattes. Ça pourrait parler, pour ce qui m'intéresse, du même concept du chat. Et pour l'instant, parce qu'il y a un S, parce qu'il y a un E, il peut y avoir un ES ou il n'y a rien, dans notre classification, là, c'est 4 mots différents. Donc, si jamais je veux chercher les choses fréquentes, je vais avoir 4 mots rares, que si je les mets ensemble, je vais avoir un mot qui apparaît 4 fois. Donc, pour ça, on va ramener les mots à leurs racines. Alors, encore une fois, là, pour ramener les mots à leurs racines, il y a des outils pour le faire qui dépendent de la langue. Donc, il va falloir choisir la bonne bibliothèque. Alors ici, par exemple, pour la langue anglaise qui s'analyse quand même bien, mais même les gens ne sont pas capables de se mettre d'accord. Il y a 3 manières de ramener les mots à leurs racines. Alors là, on vous met les 3, mais là où ça fait plus de différence, ça va être pour les gens qui vont être vraiment spécialisés dans l'analyse de la langue, où un type de racine va être plus important que l'autre. Alors là, je roule les 3. C'est juste que j'applique la méthode de Porter, la méthode Steamer de Lancaster ou la méthode basée sur les thésaurus, qui vont couper plus ou moins les textes. Alors, certaines fois, on va ramener, vous voyez, comme par exemple ici, greet, dans la deuxième méthode, on enlève la fin. On ramène juste vraiment à la racine. Donc, on va couper plus ou moins le mot et ramener une racine beaucoup plus originale ou moins originale. Plus je retourne à une racine originale du texte, plus je vais raccourcir le nombre de mots différents parce que je vais mettre plein de mots ensemble et je vais peut-être mettre ensemble des mots qui vont être différents. Peut-être notamment avec la méthode Lancaster, je peux mettre ensemble étudiant, études, éducation. Peut-être que pour l'analyse qui m'intéresse, je ne veux pas aller à ce niveau de résolution-là. Savoir. J'avais une question dans la salle. Oui, c'est quand on travaille avec du texte français, ce serait quoi la méthode la plus appropriée pour faire ça? Aucune de celles-là. Il y a d'autres bibliothèques. On vous donnera les bibliothèques pour le français à la fin, okay. Parce qu'encore une fois, la manière de construire la langue était différente. Donc, il faut juste appeler la bonne bibliothèque.
pour le français, il y a quand même beaucoup de bibliothèques qui fonctionnent bien. Et aussi pour le portugais, pour l'italien, l'espagnol, pour les langues latines, ça fonctionne bien. Dans d'autres langues, je ne sais pas, je n'ai pas l'expérience pour. Oui, En fait, moi, j'ai une problème en ce moment, parce que dans le texte, parfois, il y a aussi pas Sur le bouton, il faut trouver les traducteurs, mais C'est le verbe? Ouais. Ok. Dans ma liste de textes, j'ai des abstracts de plusieurs langues. Français, anglais, parfois espagnol, parfois aussi d'autres qui se glissent. Et bon, ce qu'on fait d'habitude, c'est on garde seulement ce qui est en anglais. Mais dans, euh, dans les abstracts, par exemple, du CRSNG, il y a des abstracts en français qui sont quand même intéressants, même s'ils sont minoritaires. Il y a donc, dans ce cas-là, si on veut travailler avec plusieurs langues en même temps, c'est difficile de faire appel à des bibliothèques en même temps. en fait, c'est comme ça, on va séparer. D'un côté, ça. on va traiter le français, de l'autre côté l'anglais, de l'autre côté l'espagnol ou les autres langues. Et on va faire les préparations. Ça va être la même méthode, mais pas que les mêmes bibliothèques, mais on va faire les mêmes étapes. Oui. Et même pour, à la fin, reconstituer le tout, si par exemple on veut chercher vraiment quelles sont les thématiques, c'est quand même difficile lorsque c'est des langues différentes. Oui, parce qu'on ne peut pas mettre ensemble les analyses des Exact. différents textes, et puis pas seulement à cause de la traduction, c'est des fois dans la langue un peu plus que la traduction. Euh, Même un exemple qui n'est pas là, mais bâtiment, ça veut dire quoi en français? Un bâtiment, moi j'ai un nom qui est militaire, un bâtiment, c'est un bateau avec des fusils. Et mes parents qui sont à la construction, un bâtiment, c'est une maison. Les deux ont raison, mais dans ce cas-là, un dictionnaire de synonymes suffit pas. Il existe des outils quand même pour traiter ces choses-là, avec les LSTM, avec des réseaux de neurones. On va regarder la phrase dans son contexte. Donc on va traiter les mots avec ce qui se passe avant et ce qui se passe après. C'est pas les choses qu'on a préparées ici là, avec Davidé, où question un petit peu en avance, un truc. On va vraiment traiter les mots comme des sacs de mots. Donc, on va prendre ensemble les mots qui sont dedans. On ne va pas avoir d'induction en fonction de la position du mot dans la phrase. En fait, cette question, c'est juste parce qu'à la fin, on se rend compte qu'il y a quand même du travail manuel après. Oui. Même si on a des bibliothèques qui sont immenses et tout. Alors, oui, du coup, c'est une bonne question. Il y a toujours des étapes à faire à la main, oui. Dans tous les projets que j'ai déjà fait avec des choses comme ça. Alors, ça reste des petits projets, là, je n'ai pas fait des choses aussi gros que vous faites à la chaire, mais tout le temps, il faut rajouter des dictionnaires pour dire que moi, dans mon contexte, ces mots-là sont des synonymes et ces mots-là n'en sont pas. Donc, notamment dans la liste des mots que je retire, comme j'ai déjà fait ça en français, du coup, on récupère la liste des mots à retirer. Il y a des mots qui, dans un contexte particulier, on veut les garder. Donc, on retire des mots à retirer de la liste. Et puis, des fois, on va rajouter, enfin, en pratique, on fait une deuxième liste avec les mots qu'on veut retirer. Et puis, des fois, notamment quand on fait des choses, qu'on ramène les mots à la même racine, des fois, on peut utiliser aussi des dictionnaires de synonymes. Pour dire, quand je dis minou ou chat, ça veut dire la même chose. Ce n'est pas forcément adressé au même public, pour les enfants, pour les parents, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir ce que mangent ces éléments, ces individus-là. Ce n'est pas la même racine, mais je peux faire des dictionnaires de synonymes pour dire que c'est la même chose. Il existe aussi des dictionnaires de synonymes qui existent, mais encore une fois, qui sont très liés à des concepts de dans quel sens on les utilise. Donc, on a des distances entre les mots comme ça, mais ça va être lié au cas d'application de ce qu'on veut faire. Alors, on a ramené nos mots, on peut ramener nos mots à leurs racines si on veut. Et puis, à partir de là, j'ai un ensemble de mots plus petits. Ça fait un drôle de bruit de mon côté, je ne sais pas si. Ouais. C'est bon.
Voilà. Alors, donc, j'ai récupéré les mots, on a filtré les mots, on les a ramenés à leurs racines. Chacune de ces étapes-là ne sont pas forcément à faire dans l'analyse des textes de chacun. Des fois, on ne veut pas ramener les mots à leurs racines, des fois on veut, on va être plus ou moins souple. C'est des outils qui existent et ça va être à chacun d'utiliser en fonction de ce qu'il a besoin. Dans certains exemples aussi, c'est ce qu'on va vous faire par la suite, c'est qu'on est capable, puisque chaque mot est identifié, nom, adjectif, verbe, etc., ben peut-être, nous, on veut s'intéresser à filtrer, qui est fait dans le code ici, ben peut-être on décide ici de s'intéresser seulement aux noms et aux adjectifs. Donc, parmi toute la liste, je vais m'intéresser juste au concept nom adjectif de ma phrase, et puis les verbes, par exemple, enfin, dans ce cas-là, ont été retirés. C'est sûr que si je m'intéresse aux actions qui sont faites, plutôt l'inverse, on va prendre les verbes, si on s'intéresse au concept de quoi on parle, ça peut faire du sens, dans certains cas, de prendre juste ces éléments-là. Donc, j'ai mon texte, une chaîne de caractères, on récupère les mots. Les mots, ça peut être des mots, ça peut être des chiffres, ça peut être des virgules. On classifie ces mots en fonction si c'est des noms, des adverbes, etc. À partir de là, je peux les filtrer. Je peux aussi les ramener à la racine et je peux aussi les mettre en minuscules. D'autres choses qu'on peut faire aussi, notamment dans les steamers qui sont là, c'est ramener tous les verbes à l'infinitif, tous les verbes à la voix passive. On peut enlever aussi tous les auxiliaires, soit en les ayant gérés dans la liste auxiliaire ou la liste en français, c'est rangé aussi dans la liste des mots vides de sens. Donc, dépendamment des langues, ces choses-là disparaissent, mais des fois, on veut les garder. Je mange le chat, je suis mangé par le chat, c'est pas tout à fait le même sens. Donc, si on enlève les auxiliaires, dans un cas, c'est un peu plus embêtant. C'est pareil avec les virgules. C'est pareil avec les virgules. J'ai faim, parce qu'on va manger papy. La virgule, elle compte. Oui, non, puis je suis d'accord. Non, faut faire vraiment attention. Et mange pas ton papy. Alors là, on a vu comment faire pour traiter une phrase, sortir les mots. En pratique, c'est rare qu'on ait besoin d'étudier une seule phrase. Sinon, on le fait à la main, c'est quand même pas mal plus efficace. L'intérêt des outils automatiques qu'on a ici, c'est que ça, on va pouvoir le faire sur des quantités immenses de texte. Donc là, on va le voir sur un tout petit exemple. Là, je vais avoir 3 phrases. Voir comment séparer. Tout à l'heure, on avait séparé les mots dans une phrase, mais là, on veut séparer les phrases, les mots dans la phrase, et puis faire un vecteur pour chacune de ces phrases-là. Donc, on peut faire des vecteurs par phrase, on peut faire la même chose par paragraphe, on peut le faire par livre. Du coup, je pourrais avoir un gros morceau livre dans lequel je vais trier les chapitres. Dans les chapitres, je vais trier les paragraphes. Dans les paragraphes, je vais trier les phrases. Et dans les phrases, je vais trier les mots. Après, je ne sais pas, peut-être vous voulez faire une analyse par paragraphe ou une analyse par chapitre. On va faire livre, chapitre, liste des mots dans le chapitre, sans passer par paragraphe et phrase. Ça va dépendre des choses qu'on va faire. Même des fois, des gens qui gardent la grammaire, qu'on va utiliser. Est-ce qu'on utilise plus l'imparfait en début du texte ou plus l'imparfait à la fin du texte? Est-ce que j'utilise plus le conditionnel au début? Est-ce que j'utilise plus à la fin? C'est pareil, là, pour l'instant, dans les choses, on a récupéré verbe, complément et tout, mais on peut aussi dire dans quel temps le verbe est conjugué. Alors là, j'ai une phrase que j'ai mise dans une variable. La première bibliothèque ici, oups, là j'ai oublié d'enregistrer, d'exécuter le code pour dire je mets cette phrase dans la variable texte. Texte n'est qu'une chaîne de caractères qui contient pour l'instant 175 caractères. On a vu tout à l'heure une bibliothèque pour dire Word Tokenize où je sortirai tous les mots du texte. Du coup, c'est comme si c'était un seul gros paragraphe, je prends les mots, je m'en fiche si les mots ne sont pas dans la même phrase. Ici, ce qu'on fait, c'est que je décompose les phrases. Vous voyez, j'ai une phrase, virgule, une deuxième phrase, virgule, une troisième phrase. Donc, je m'arrête au point d'exclamation, au point d'interrogation, en fonction de la langue dans laquelle on est. On va s'arrêter à ces choses-là et on va faire, en fait, là, on a un vecteur, une table qui va dire première phrase, deuxième phrase, troisième phrase.
Après, ce qu'on peut faire, c'est que dans chacune de ces phrases-là, vous pourrez appliquer les étapes qu'on a fait tout à l'heure. Alors, pour éviter les choses trop répétitives, dans Python, ce qu'on est capable de faire, c'est de définir des fonctions. Alors, on a appelé les fonctions la fonction len pour compter le nombre de caractères. Les fonctions de Python, NLTK, pour séparer les mots, pour séparer les phrases. On peut faire notre propre bibliothèque. Alors, par exemple, ici, là, c'est David qui a fait cette fonction-là. Il a fait une fonction qui nettoie le texte, qui en fait applique les choses qu'on avait tout à l'heure. Donc, je ne sais pas, moi, peut-être pour mon analyse de texte que je veux faire, je suis intéressé à une racine particulière, au nom et au verbe ou autre chose. Je définis une fois ma fonction, puis je vais l'appliquer partout ailleurs. C'est ce qui a été fait ici. Donc, j'ai une fonction. Donc, quand j'exécute ce code, juste je lui dis la fonction cleanInText, quand tu l'appelles, ça va faire tout ce qui est écrit là-dedans. Ça récupère les mots, ça classifie est-ce que les mots sont des noms, des verbes, des compléments, ça sort la ponctuation, ça met les mots en minuscules. Toutes les choses qu'on a vues ont été intégrées dans une seule fonction. Et puis après, là, en plus, on va appliquer selon les paramètres qu'on aura mis dans la fonction, on peut appliquer un type de racine de mots ou un autre type de racine de mots, et on l'applique partout. D'accord? Donc, on peut définir la langue sur laquelle on étudie et faire tout le nettoyage. Maintenant que cette fonction est faite, il suffit d'appeler la fonction sur le texte. Donc, la fonction de nettoyage de texte, je l'applique sur ma phrase et je range ça dans la variable phrase nettoyée. Donc, ce qu'on va voir là, c'est qu'il a coupé les phrases, coupé les mots, enlevé la ponctuation, enlevé les majuscules, ramené les mots à leur racine et appliqué l'algorithme qui permet de dire ça c'est un nom, ça c'est un verbe, ça c'est un complément, etc. De manière automatique pour les 3 phrases qu'on a là. Alors là, c'est fait pour 3 phrases, mais tout à l'heure, on pourra appliquer la même fonction. Je crois que c'est sur 5000 tweets qu'on va le faire en quelques secondes. C'est la même chose qui va être faite ici. Bon, maintenant que j'ai plein de mots dans plein de phrases, peut-être ce que je voudrais, c'est compter dans chaque texte combien de fois apparaît chaque mot. Alors, par exemple, dans la phrase qu'on a ici, là, je calcule, je compte la fréquence d'apparition des mots dans les phrases. Donc, le mot morning apparaît 2 fois dans l'ensemble des textes. Le mot Arthur apparaît 2 fois, Thursday apparaît 1 fois, etc., etc. C'est bon? Donc là, juste, on compte le nombre de mots dans le texte complet. Avec ça, ça permet quand même de faire des analyses de fréquence de mots. On s'en sert des fois pour faire des analyses quand on fait des états de l'art systématiques pour compter des choses comme ça. On peut pousser l'analyse un petit peu plus loin. C'est que plutôt que de tout mettre ensemble dans la phrase combien il y a de mots, c'est que dans le texte complet, je vais vouloir mettre ça dans un tableau, comme ici dans la matrice X qui est ici, où je vais avoir, par exemple, en ligne, les phrases et en colonne, les mots qui existent à quelque part, qui sont dans le texte. Et puis, on va dire, dans la variable x1, c'est est-ce que le mot 1 apparaît dans le texte 1. Alors, en ligne, là, j'ai d'une phrase, mais ça peut être un paragraphe, ça peut être un chapitre, ça peut être des articles. Donc, on pourra avoir sorti avec ce qu'on a vu précédemment la liste des mots de l'ensemble des textes. Et puis après, là, je pourrais avoir les textes, les chapitres ou les livres qui m'intéressent en ligne. Et puis en colonne, les vocabulaires de mon corpus. Et puis on va regarder, par exemple, est-ce que le mot, le mot de la colonne 1 apparaît dans le texte numéro 1. Quand on fait cette vectorisation, il y a différentes manières de le faire en fonction de ce qu'on voudra faire plus tard. Alors, on verra différentes manières de vectoriser la semaine prochaine en fonction de l'outil de la décision qu'on va vouloir faire ou des prédictions qu'on voudra faire derrière. Mais de manière générale, les trucs les plus fréquents, c'est que cette variable x1 soit va dire
j'utilise le vocabulaire oui/non. Donc, à partir du moment où le mot est utilisé au moins une fois dans le texte, ça va être 1, 0, 1, 0, 1, 0. Des fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter le nombre d'occurrences. Combien de fois le mot est utilisé dans chaque texte. Alors, des fois, la même chose, on va le ramener en pourcentage, parce que quand je compare un paragraphe de 10 lignes, un livre de 8000 pages, forcément, les fréquences ne sont pas du même ordre de grandeur, le nombre d'occurrences n'est pas du même ordre de grandeur. Quelque chose de très populaire qu'on a utilisé aussi tout à l'heure, c'est quelque chose qui s'appelle le TF-IDF, qui représente l'importance du mot dans le texte par rapport à l'importance du mot dans tous les textes. Donc, le TF-IDF a 2 paramètres. La partie TF, la première partie, en fait, on multiplie le TF par ce qu'on appelle le IDF, ce qu'on voit ici. Le premier, c'est on regarde, est-ce que le mot est fréquent dans le texte que j'étudie. Donc, plus le mot est fréquent dans le texte que j'étudie, dans la ligne que j'étudie, ça veut dire que j'en parle beaucoup, donc ce mot est pertinent pour ce texte. Le deuxième morceau, le log de N sur NI, regarde est-ce que ce mot est utilisé dans tous les textes. Parce que si le mot est utilisé dans tous les textes, ben, il ne vaut rien de particulier dans le mien, parce que mon texte l'utilise beaucoup, mais tous les textes l'utilisent beaucoup. Donc un mot qui apparaît souvent dans mon texte, mais qui apparaît aussi souvent dans tous les autres textes, eh ben, il va avoir une toute petite note. Alors là, ça permet de mesurer l'importance relative d'un mot dans un texte par rapport à l'ensemble des textes. Il n'y a pas une métrique idéale qui fait tout. Ça va dépendre des objectifs. Quand je veux faire de la classification, quand je veux faire de la prédiction, quand je veux faire du regroupement, eh ben, notamment quand je veux faire du regroupement, le TF-IDF n'est pas forcément une bonne métrique. Quand je veux faire de la classification, c'est une excellente métrique. Donc, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Et encore une fois, ben, pour faire ces choses-là, il existe différentes bibliothèques, parce que c'est des choses qu'on a tous besoin de la même chose. Je me demandais, David, est-ce que c'est à moi ou à toi cette partie-là? Je crois que c'est ton tour. Ben, tu peux éventuellement finaliser la vectorisation, puis je vais faire la présentation de l'exercice. D'accord. Alors, transformer un ensemble de textes dans la matrice qu'on a là, ça s'appelle justement la vectorisation. On va faire un vecteur pour chaque élément de notre corpus. Alors, encore une fois, le corpus, ça peut être un ensemble de livres, ça peut être un ensemble de paragraphes, ça peut être un ensemble de phrases, ça peut être ce qu'on a besoin de ce qu'on voudra. Mais comme tout le monde a les mêmes besoins, quelqu'un, là, Python en particulier, là, dans cette bibliothèque NLTK, ils ont fait une fonction qui va permettre de prendre l'ensemble, on donne un corpus, il va extraire l'ensemble des mots du corpus et il va faire la matrice qu'on a besoin là. Alors, quand même à faire attention, si j'applique la méthode count vectorizer de Python directement sur ma phrase initiale, peut-être que je n'aurais pas traité la grammaire et tout comme je voulais faire tout à l'heure. Là, c'est ce qu'on va faire ici. On va l'appliquer sur le texte original. Donc, le chat, les chats, ça va être chat avec un S et chat pas de S, vont être 2 colonnes différentes. Donc, des fois, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va faire les étapes de préparation, comme on a vu tout à l'heure, et après, on va passer ça dans le vectoriseur ici pour faire la matrice sur les mots qu'on aura déjà regroupés. Alors, la première partie ici récupère l'ensemble du vocabulaire des différents textes avec la méthode de nettoyage qu'on avait. Compter la fréquence. Oups, qu'est-ce que j'ai oublié de lancer? Ah, j'ai oublié de lancer ça. Compter la fréquence des différents mots pour faire la matrice. Est-ce que le mot apparaît? Donc là, j'ai une matrice avec les 3 phrases qu'on avait. Dans le premier texte, on utilise Arthur, on utilise le verbe be, good, read, morning. Dans le deuxième texte, on utilise Arthur, fait, following, etc. Vous voyez là, on n'a pas ramené les mots à leur racine, puis les faits n'ont pas été mis ensemble. Il suffirait d'appliquer la racination qu'on avait tout à l'heure. Ça n'a pas été fait sur cet exemple, le but c'est de monter les deux.
faut juste faire attention avec Python, la numérotation commence à 0. Le premier texte, c'est 0, le deuxième texte, c'est 1, le troisième texte, c'est 1. Alors ici, on a juste la première option de vecteur. Est-ce que le mot est dans le texte? Oui, non, oui, non, oui, non. Dans la deuxième étape ici, le TF-IDF, on va calculer l'indicateur qu'on a tout à l'heure. Donc, combien de fois le mot est dans le texte? Est-ce que le mot est dans tous les autres textes? On va calculer l'importance de chacun des mots dans chacun des textes. Alors, dépendamment des cas d'étude, la première matrice est plus utile, la deuxième matrice est plus utile, et des fois, il peut y avoir encore autre chose. Des fois, on peut faire aussi de la pondération, de décider que les noms sont plus pondérés que les adjectifs, les noms propres sont plus pondérés qu'autre chose. Je veux savoir qui fait les actions, donc je vais pondérer des fois certaines choses plus que d'autres. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle ou en ligne. Ok. David, je te laisse la main maintenant. D'accord, oui, je ne vois pas de questions en ligne pour le moment. Donc, oh, excuse-moi, j'ai une question à l'intérieur. Dans la salle, je n'avais pas vu. Il faudrait pour entendre la question que la personne pèse sur le petit bouton qu'il y a devant elle. Il est en train d'appuyer sur le bouton, mais ça ne veut pas fonctionner. Ça y est. Ça marche. Ah ben, je ne sais pas, moi je t'entends, je n'ai pas besoin du micro. Non, je passe. Ah, celui-là fonctionne, je dirais. Vas-y, je reformulerai la question. Je voulais savoir si, par exemple, après le PDF, il y a des mots qui, selon nous, qui remontent et qui ne sont pas importants. Est-ce qu'il faut les supprimer genre après ou avant? Okay. Alors, la question que j'ai dans la salle, je vous le répète parce que j'ai l'impression que les micros ne marchent pas. Est-ce qu'on peut faire du pré-traitement après le TF-IDF en fonction de l'importance qu'on veut nous-mêmes accorder au mot? Oui, on fait ce qu'on veut en fait. Non, on peut le faire après ou avant. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ici, comme on a normalisé les choses, si on fait la pondération après le TF-IDF, c'est comme si on faisait une énorme pondération. Elle a beaucoup plus de poids que si on l'a fait avant. Donc, on peut, dépendamment de ce qu'on veut faire. Personnellement, j'aime mieux la faire avant. Parce que comme ça, si je décide que les noms, les verbes ou les noms propres sont 10 fois plus importants que les autres, je mets une pondération à cet endroit-là. Et après, ça va être pris en compte dans la fréquence et tout ça. Ça va être écrasé par le log. Mais si on multiplie directement 10 fois par le log, exponentielle de 10, quand on fait la transformée, ça devient vite gros. Donc oui, on peut, mais ça dépend de ce qu'on fait. Il faudra juste jouer avec des chiffres plus petits. Merci. En fait, je pense que le micro ne marchait pas parce qu'il y en avait un autre allumé. Il m'a empêché d'allumer le tien. Est-ce que je peux donc aller, Bruno? Oui, c'est bon, tu peux y aller. Je pense que j'ai coupé le micro qui nous bloquait. Merci. Non, parfait, okay. Donc, parfait. Merci, excellent. Donc, je vais prendre donc la deuxième partie. Ça va être relativement vite, puis vous allez essayer de travailler individuellement, puis en équipe. On va faire des équipes en salle. Bruno va s'en occuper. En ligne, on va faire des salles automatiques. On va vous diviser en salles automatiquement. Et juste pour les gens qui, c'est la première fois qu'ils font du code et qui c'est la première fois qu'ils voient ce type de travail, et il y a eu des questions qui sont relativement avancées. Il y a des questions qui sont de niveau plus avancé qu'évidemment ceux qui ont vu ça pour la première fois.
Et donc, c'est normal s'il y a quelque chose qui ne soit pas très clair. C'est tout à fait normal. Donc, n'ayez pas peur. Je voulais juste vous rassurer. Et la chose à tenir en tête, c'est ce que Bruno a dit, c'est qu'on prend du texte, il faut les transformer pour les mettre en matrice et pouvoir l'analyser avec des algorithmes, avec des fonctions, etc. Ces pré-traitements, comme vous avez vu, le but principal de ces pré-traitements, c'est celui de réduire toutes les occurrences des mots dans des formes uniques, par exemple les racines ou les lemmes, pour essayer de concentrer le plus possible la fréquence d'apparition d'un mot sur une seule signe graphique, afin que les analyses ensuite peuvent capter des dimensions sémantiques de vos corpus. Parce que si, comme Bruno a déjà expliqué, si on garde tous les pluriels, par exemple, si on ne fait pas la lemmatisation, si on ne fait pas ces pré-traitements-là de réduction du vocabulaire à l'essentiel, désolé, on risque de perdre, en fait, dans l'analyse, on risque de perdre de l'information finale. Donc, le but du pré-traitement, c'est vraiment de réduire la sémantique à quelques formes graphiques pour que l'ordinateur puisse traiter quelques formes graphiques et pas tout. Et donc voilà, c'est un peu le but. Évidemment, ici on est dans des méthodes de base, il existe des méthodes plus avancées dans lesquelles le pré-traitement ne sert plus, mais c'est vraiment pas dans les contextes habituels des sciences sociales. Et bien qu'on y arrive, mais c'est pas encore les types de travail qu'on est habitué à faire en sciences sociales. Alors, je commence avec l'exercice. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans l'exercice? On va faire une analyse des sentiments. Qu'est-ce que c'est l'analyse des sentiments? C'est le sentiment analysis, on appelle ça comme ça en natural language processing, donc dans le domaine du traitement automatique du langage naturel ou du text mining. Essentiellement, l'idée, c'est de prendre du texte et de voir si le texte a un sentiment positif ou négatif. L'exemple le plus simple à comprendre, celui qui est très utilisé aussi dans l'industrie, c'est par exemple de prendre les commentaires d'un produit. Imaginez-vous, je suis un vendeur sur Amazon, je vends des produits et j'ai des gens qui font des commentaires sur mon produit. Et je vais savoir quels sont les sentiments des commentaires. Est-ce qu'il y a des sentiments positifs associés à mon produit ou négatifs? Ou je suis sur Twitter, je suis un parti politique, en tout cas je ne suis pas un parti politique, je fais partie d'un parti politique, j'ai fait l'analyse de la communication publique de mon parti, du parti politique, et il y a les membres de mon parti qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Et je vais savoir quels sont les gens, les membres de mon parti politique qui reçoivent des sentiments positifs et ceux qui reçoivent des sentiments plus négatifs. Alors, c'est un peu ça les exemples. Et aujourd'hui, on va faire un exemple d'analyse des sentiments sur Twitter avec un corpus qui était collecté par une petite entreprise. Et nous avons 50 profils les plus suivis sur Twitter en 2020. Et, par exemple, nous avons Messi pour qui suit les soccer, ou Cristiano Ronaldo, nous avons la BBC. Il y a une cinquantaine de profils qui ont le plus de suivis sur Twitter. Et nous allons prendre un échantillon de 5000 tweets sur lesquels on va faire une analyse des sentiments. Alors, dans quelques secondes, je vais revenir encore un peu au travail qu'a expliqué Bruno tout à l'heure. Pour le moment, on fait tout simplement de l'importation des données et je vous montre rapidement un exemple des sentiments et d'analyse des sentiments. Après ça, on va faire les pré-traitements
du texte comme Bruno l'a expliqué. Donc, je vais très rapidement reprendre quelques concepts. Donc, je vais faire de la redondance. Et ensuite, je vais vous expliquer qu'est-ce que vous devez faire et je vous laisse travailler individuellement d'abord et en équipe ensuite. Ça va prendre encore une quarantaine de minutes. Donc, on va essentiellement terminer autour de 13h45, 13h50. On a commencé un peu plus tard, puis on était un peu long. Alors, 2.1, donc la partie 2.1, on commence par importer les données. Tout simplement, il faut cliquer sur les boutons. On génère un contenant qui s'appelle DF. Ce DF-là, c'est essentiellement notre tableau de données. DF parce que c'est appelé data frame dans le langage des pandas, qui est la librairie que nous utilisons en Python. Donc, def a des colonnes, a des attributs, des colonnes. Alors, voici les colonnes, donc les variables que nous avons dans notre tableau de données. On a des index, un tweet ID, un tweet URL, etc. D'autres choses. Et nous allons utiliser quelques-unes de ces variables. En particulier, plus tard, nous allons utiliser le nombre de retweets qu'un tweet a reçu. Nous allons certainement utiliser, il est où? Le username. Et nous allons utiliser le texte qui est ici, le tweet content. Okay, on va revenir. Alors, je vous montre un exemple. Ça, c'est le premier tweet de notre, donc la première ligne de notre tableau. Donc, la première ligne de notre tableau est composée par ces colonnes-là qui ont ces valeurs. C'est dans les fonds. Ça, c'est le username, donc les Twitter. C'est le profil account, c'est Justin Bieber, donc c'est un tweet fait par Justin Bieber. Et le contenu, c'est celui-là, qui pour l'instant, on voit juste une partie. Donc, on voit essentiellement d'abord les hashtags, puis les références que Justin Bieber a mis dans son tweet. Alors, ça, c'est un exemple. Et nous avons, par exemple, le nombre de retweets. Bon, les likes reçus, donc, sont 22 000. Puis, il y a eu 20 000 retweets, ces posts-là. Donc, un exemple de sentiment analysis. Alors, ici, on clique sur Play, on génère un contenant, donc une variable, qui contient essentiellement l'algorithme de sentiment analysis. Okay? Donc, SIA contient tout un algorithme de sentiment analysis. Imaginez-vous d'avoir donc ces phrases-là. C'est en anglais. Wow, Montreal Canadiens is the greatest hockey team in the world. Et nous essayons donc de voir quels sont les sentiments associés à cette phrase-là. Alors, je vais vous montrer les résultats. Alors, nous avons donc notre module de sentiment analysis qui est archivé dans cette variable. Cette variable contient la fonction polarity score. Alors, on clique et nous avons les résultats. Donc, cette variable-là a 0 de sentiments négatifs, 0.52 de sentiments neutrales. Les scores sont de 0 jusqu'à 1. Et ensuite, à 0.48 de sentiments positifs. La métrique composée donne 0.85. La métrique composée, donc, nous permet essentiellement de dire que le sentiment de cette phrase-là est très positif. Parce que c'est la compound, donc la métrique composée va de -1 jusqu'à 1. Si on fait la même chose sur cette phrase-là, Ottawa is not a bad city. Je vais faire une erreur. Nous avons 0,56 de sentiments neutrales, 44 de positifs, mais un compound, donc une métrique composée de 0,48. Donc, c'est pas si positif, mais c'est pas
trop négatif non plus. Si, par contre, on va regarder cette phrase-là, non, you cannot put pineapple on pizza. This is disgusting. Ça, c'est vrai. Et on clique. Semble être très lent. Je pense que même Python est dégoûté. Je rigole. Je rigole, mais effectivement, c'est bizarre que ce soit si lent. Ou j'ai un problème d'internet, moi. Ça se peut pas. Je pense, Bruno, que j'ai un problème de mon côté. Je vais reprendre la main. Je pense que tu peux reprendre la main. Peut-être que je peux continuer à parler si tu veux, mais Ok. c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, arrête le partage d'écran et je vais reprendre. C'est pas normal du tout ça. Ça continue à rouler. Je sais pas pourquoi. Donc, si effectivement tu me cliques sur les c'est ça. Donc, qu'est-ce que nous avons? Bon, là, vous voyez qu'il est compound est de moins 0,73. Donc, c'est très, très négatif. Donc, c'est essentiellement ça l'exemple de sentiment analysis. Vous voyez, c'est très simple. On donne une phrase, puis nous revient en arrière un score qui peut être positif ou négatif. Donc, dans les blocs de code numéro 43, nous avons une liste, comme Bruno vous montre, une liste de, ok, je pense que ça a repris de mon côté, une liste de, je vais reprendre Bruno pour la dernière fois, si je suis capable, que ça fonctionne, on va continuer comme ça, sinon je te le redonne. Désolé, merci Bruno. Donc, ici, nous avons une liste d'exemples de tweet content. Et on va travailler, donc, on va faire le sentiment analysis sur ces phrases-là, sur ces tweets. Et alors, essentiellement très simple, je vais l'appliquer, l'analyse des sentiments sur tous les corpus qu'on a importés tout à l'heure. Okay, je l'ai déjà appliqué sur tous les corpus. Je l'ai déjà appliqué sur toutes ces tweets-là avec cette fonction. Voici un exemple. Donc, les tweets qu'on ne voyait pas très bien tout à l'heure, qu'est-ce que c'est écrit? En fait, on ne le voit pas, mais a un sentiment de moins, un compound, une métrique composée de moins 0,12. Là, je peux vous montrer, moi, ici, rapidement, ces tweets, ça donne quoi? C'est quoi le contenu de ce tweet? Et alors, donc c'est le contenu du tweet. C'est très, en fait, c'est un lien. Vous voyez, Justin Bieber a dit quelque chose, mais après a mis un lien. Donc, c'est juste ça le contenu de ce tweet-là. Donc, c'est très, 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 comment dire, très petit comme texte. Il y en a évidemment qui sont plus comme ça. Il y en a d'autres il y en a un peu plus. Il y en a même certains, je pense, dans des langues, c'est pas l'anglais, pas le français, c'est pas l'anglais, c'est ça. La majorité, c'est en anglais. Et ça, c'est un autre, etc. Par exemple, dans celui-là, les compounds, c'est, je sais pas combien, c'est 0, parce que c'est vraiment très neutre. Donc, c'est juste pour vous donner une idée. On va travailler sur les compounds, sur la métrique composée. La valeur maximum sur tous les corpus, c'est 98. La minimale, c'est moins 97. Et les 25% de nos tweets ont plus de 0,55. C'est un peu la distribution pour vous donner une idée. Puis, je vais vous compter ça. Alors, cliquez play aussi sur cette bloc de code. Et on va compter, donc, les négatives
sont 630, les neutres sont 2900, les positifs sont 1400. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que sur la base d'une coupage que j'ai fait ici, on a 1408 qui ont un sentiment positif et 630 qui ont un sentiment négatif. Alors, je me suis mal expliqué, je sais. J'étais un peu nerveux à cause du partage d'écran, de mon truc qui ça fonctionnait pas. Mais ça va être les codes sur lesquels vous allez travailler majoritairement. Donc, j'ai coupé cette distribution, donc j'ai coupé la métrique compound en catégories. 3 catégories. La catégorie négative, la catégorie neutrale et la catégorie positive. J'ai mis dans la négative tout ce qui va de moins 1 jusqu'à moins 0.1. J'ai mis tout ce qu'il y a dans la catégorie neutre, ce qui part de moins 0.1 jusqu'à 0.5. Et j'ai mis dans la catégorie positive tout ce qui va de 0.5 jusqu'à 1. Pour avoir à la fin ce résultat-là. Je vais revenir rapidement sur ça aussi. Donc, dernières 2 minutes, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reprend la fonction que Bruno expliquait tout à l'heure. Ici, je prends et je vais nettoyer les tweets. On va faire donc le pré-traitement. Dans cette ligne de code, pour l'instant, vous devez tout simplement regarder cet argument-là. Parce que c'est l'argument sur lequel vous allez travailler. C'est l'argument dans lequel vous devez définir quels sont les post-tags, c'est-à-dire les résultats de l'analyse morphosyntaxique, donc les composants de la phrase que vous voulez retenir, tout quitte. Dans ce cas-là, j'ai retenu seulement les adjectifs. Je pourrais ici ajouter, si je voulais, les noms. Simplement en faisant cela. Vous allez faire ce type d'exercice-là tout à l'heure. Donc, la seule chose à garder en tête, c'est quels sont les mots que vous voulez garder dans l'analyse. J'ai décidé de travailler juste sur l'adjectif pour vous donner un exemple sur les adjectifs. Alors, ça prend quelques secondes. Puis ensuite, on clique aussi sur les autres. Donc, on clique sur cela pour faire la vectorisation. Et on détermine la matrice. C'est une matrice de 5000 tweets pour 172 adjectifs. Okay? Ici, on a juste gardé les adjectifs. Et ça, c'est une fonction pour faire une analyse. On n'a pas le temps. Malheureusement, je pensais qu'on pouvait l'avoir. On l'a pas. Essentiellement, on garde les spécificités lexicales des catégories qu'on donne. Vous allez voir dans les prochaines. Par exemple, ça va être plus simple. Donc, je prends donc la compound category, c'est-à-dire la catégorie que j'ai générée tout à l'heure, qui est composée, je reviens en amont, je reviens un peu plus haut. La compound category est composée par la catégorie négative, neutrale et positive, avec les coupages que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, j'ai une variable qui contient la valeur nominale négative, neutre ou positive. Je descends. Donc, je décide de générer un objet que j'ai besoin. Il faut un objet logique, un vecteur logique. Ne vous inquiétez pas pour le sens de ça, mais qu'est-ce que vous devez regarder là, c'est que je vais analyser la catégorie positive. J'aurais pu analyser la catégorie neutre. J'aurais pu analyser la catégorie négative. Parce que compound category contient ces 3 valeurs. Un de ces 3 valeurs. Donc, qu'est-ce que je vais faire essentiellement? Je vais analyser
tous les tweets qui ont un sentiment positif. Ils sont 1401. Et j'applique la fonction. Une fonction qui dit d'obtenir des spécificités lexicales. La fonction a besoin de deux arguments. La matrice des fréquences et ces vecteurs logiques qu'on génère avec ces syntaxes-là. Donc, si je clique, je vais voir un résultat. Quel est ce résultat-là au final? C'est que parmi les adjectifs qui apparaissent dans des tweets et qui ont un sentiment positif, ceux-là sont les plus spécifiques. C'est-à-dire, sont les adjectifs qui sont contenus dans les tweets qui ont des sentiments positifs. Ça ne surprend pas. En fait, free, peut-être que ça me surprend moi un peu, mais tous les autres, évidemment, sont des adjectifs qui sont positifs. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un exemple très banal, mais pour vous montrer que les codes en soi fonctionnent. Et donc, vous pouvez maintenant vous amuser avec d'autres choses, avec en fait un exercice que je vous propose. Donc, qu'est-ce que je vous suggère? Je vous suggère maintenant, je vais vous mettre en équipe. Vous allez prendre 10 minutes, et en fait même pas, parce qu'il est 13h22. Vous allez prendre 5 minutes pour lire les 2.2, puis essayer après 15 minutes de travailler en équipe pour remplir les parties de code qui sont vides. Essentiellement, donc, vous allez avoir des blocs de code avec des 3 points. Vous devez remplir ces 3 points-là. Donc là, l'exemple, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'argument list post to keep, il est vide. Vous devez ajouter les post tags que vous voulez garder pour l'analyse. Tout à l'heure, j'ai juste pris les adjectifs. Vous pouvez choisir de prendre les noms, les verbes ou un ensemble de post tags. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vous mets en équipe et je vais essayer de tourner dans les zooms. Bruno va rester en salle. Tout le monde revient en salle. Alors, c'est vraiment juste pour nous congédier. Donc, je répète tout simplement ce que j'ai dit tout à l'heure dans les groupes séparés. Et reprenez le fichier avec tranquillité d'esprit demain ou cette fin de semaine. Tout écrit, les textes, tous les concepts fondamentaux sont écrits dans les textes. Puis, la réalisation de l'exercice, c'est vraiment du copier-coller du texte, qui est en fait des parties de code qui, moi ou Bruno, avons expliqué en amont. Sinon, écrivez-moi par courriel, je vais être heureux de vous répondre, de vous aider et de vous adresser aussi pour en apprendre plus, pour en savoir plus, quoi faire, quoi pas faire. Et sinon, moi, je vous remercie pour la patience aussi aujourd'hui. C'était vraiment plus chargé de ce que je m'attendais comme journée. Alors, on se voit sinon dans 2 semaines avec une autre session, toujours avec un fichier notebook comme aujourd'hui. Donc, on va encore faire du Python et on va un petit peu revenir sur ce qu'on a fait aujourd'hui pour après aller un peu plus loin. Est-ce que quelqu'un a des questions de dernière minute ou dernière seconde? Je pense pas. Bon, super. Sinon, je remercie aussi aux interprètes. Et donc, bonne journée. Merci Davide. À la semaine, à 2 semaines. Merci. Salut, au revoir. Merci.